Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche. Avec Simon. شوماج ديما شوماج قاتلاني الميزيرية وهي ولاد البلاد راني من الليل قاعدة في البيت واش هاد الحالة قولولي ما عرفتش ندير لقاني حير خوتي بحالي بكاني وما عرفتش ندير لقاني حير خوتي بحالي بكاني ودورت الفيضان جات الحملة وجيلاتو واش يجي عن شي عريان كله مسكين في رجاتو ودورت الفيضان جات الحملة وجيلاتو واش يجي عن شي عريان كله مسكين في رجاتو وهانتا سالو سوله وعلى من تعوله وراح عايد عليا ما بقاتني يا الخوارد البلاي ويا الولاد راني شوماج ديما شوماج قاتلاني الميزيرية وهي ولاد البلاد راني من الليل قاعدة في البيت واش هاد الحالة قولولي ما عرفتش ندير لقاني حير خوتي بحالي بكاني وما عرفتش ندير لقاني حير خوتي بحالي بكاني وما ندلي المنام مشموت ويا الظلمرة غتفوت وبقاو فيا شلا خوت بقاو يحرقو بكالهم الحوت وما نادلي المنام مشموت ويا الظلمرة غتفوت وبقاو فيا شلا خوت بقاو يحرقو بكالهم الحوت يا ويلي ويلي يا الوقت تقلبات يا والرجال مشات وراح عايد عليا ما بقاتني يا الخوارد البلاي ويا الولاد راني شوماج ديما شوماج قاتلاني الميزيرية وهي ولاد البلاد راني من الليل قاعدة في البيت واش هاد الحالة قولولي ما عرفتش ندير لقاني حير خوتي بحالي بكاني وما عرفتش ندير لقاني حير خوتي بحالي بكاني
لقدام ويلا بوك خير دري ويش ناري وقلب كيف تعيش ويلا كنتي ولد فلان مرحبا وزيد لقدام ويلا بوك خير دري ويش ناري وقلب كيف تعيش ويلي ويلي يا زمان الحقرة ظلامت في مرة وروح عيد عليا ما بقات نية الخوار ردوا البالي ويا الولاد راني شومار ديما شومار قاتلاني الميزيرية وهي ولاد البلاد راني مليت قاعدة في البيت واش هذا الحالة قولوا لي ما عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني وما عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني. Tout d'abord, je voudrais dire que il est vrai que je ne suis pas un type bien. Je sais que j'ai fait du mal à Ennis, je sais que j'ai fait du mal à son père aussi. Mais aussi, je ne demande pas de pitié. Je souhaite seulement être jugé humainement. Qu'on ne me traite pas de monstre alors qu'il n'y en a pas. Je sais que dans certaines de mes positions, j'ai toujours été plus ou moins juste. Bon, il y a des fois, c'était pas juste, ou ceci, cela. Mais quand je disais que je devais voir un JAP pour avoir un rendez-vous, et que monsieur le procureur me disait encore, apparemment il ne me croyait pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie. Merci. Attention sur voie 9, le train va partir. Veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture des portes sur voie 9. Attention au départ. Et dans les gares françaises, une sirène stridente retentit. Un bandeau rouge interrompt les programmes. Un enfant vient de disparaître. Alerte enlèvement, Ennis, un garçon de 5 ans est porté disparu à Roubaix. Les secours et la population sont mobilisés. Le papa du petit Ennis, lui, est rongé par l'angoisse. Pour moi, mon fils, je me suis dit, je vais ou retrouver son corps, ou je vais jamais le retrouver. J'ai l'impression qu'il attend vraiment un miracle maintenant pour qu'on retrouve son fils. Et ce miracle va avoir lieu. Il y a eu l'appel qu'il fallait, l'appel pertinent, l'appel du chauffeur de taxi. Sur les indications du chauffeur de taxi de Roubaix, les enquêteurs repèrent au fond d'une impasse des grilles. Derrière les grilles, des boxes de parking. Derrière le box, l'horreur. Ennis est retrouvé sain et sauf, mais en compagnie de Francis Évrard, pédophile récidiviste. Il vient de passer 30 ans derrière les barreaux. On a affaire à un grand pervers qui est incapable de ressentir quelque souffrance que ce soit pour les autres. Enfant unique élevé par une mère dérangée et un père absent, lui-même victime de viol, Francis Évrard est diagnostiqué comme atteint de troubles mentaux dès son plus jeune âge. Condamné à 8 reprises pour atteinte à la pudeur ou viol sur mineur, il est à chaque fois relâché une fois sa peine purgée. Je comprends pas comment son médecin a pu juger qu'il était apte à sortir, parce que quelqu'un qui est plusieurs fois récidiviste dans ce domaine-là, il ne peut pas guérir. Ça, c'est dans le cerveau, c'est impossible. Toute sa vie, s'il aime ça, il continuera toujours. Alors comment ce violeur multirécidiviste a-t-il pu sortir de prison sans être suivi? Qui est vraiment cet homme qui reconnaît lui-même ne pas pouvoir contrôler ses pulsions? Que s'est-il réellement passé dans les 10 heures qui ont suivi la disparition du petit Ennis? Il est 13h30 à Roubaix, le 15 août 2007, lorsqu'Ennis et sa grand-mère font le tour de la grande braderie annuelle. Ennis a droit à un cadeau, une nouvelle paire de chaussures, et il n'a qu'une hâte, retourner à la maison pour l'essayer.
Puis Ennis, vous savez, quand il achète quelque chose, il faut qu'il l'essaye tout de suite. Il est impatient. Donc ma mère l'a déposé à la maison, lui a demandé si Ennis voulait repartir avec elle à la braderie. Il n'a pas voulu. Donc elle a laissé à la maison. À la maison, Ennis se retrouve seul avec son grand-père, Turan, d'origine turque. Mais celui-ci n'a pas le temps de s'en occuper. Mon petit-fils, il est venu avec son basket et le salama, il monte en haut. Il m'a dit, les papiers, attachez-moi à sa laisse. Mais j'ai dit, parce que j'ai fait travaux, là, cimenter quelque chose, malama. Après, j'ai dit, attends 5 minutes, il est en bas. Je descends tout de suite. Mais une demi-heure plus tard, Turan n'est pas descendu. Son fils Mustapha rentre alors du travail. Et comme chaque jour, il cherche Ennis pour l'embrasser. Ce jour-là, donc, je suis arrivé à 14h30 à la maison. J'ai pas vu Ennis. Mustapha, il est venu, il crie en bas, il dit, papa, Ennis, il est là. Mais j'ai dit non, il est avec toi. Il m'a dit, j'ai pensé que tu étais déjà rentré, donc je me suis pas inquiété. Je lui ai fait non, moi je viens d'arriver. Mustapha et Turan doivent se rendre à l'évidence. Ennis a disparu. Le père du petit garçon part immédiatement à sa recherche dans la foule de la braderie. J'ai cherché partout pendant au moins 20 minutes, en courant comme un fou, rien. Et là, de toute façon, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Le père d'Ennis est paniqué. Il veut immédiatement prévenir la police. Je suis arrivé au commissariat, j'étais en pleurs. En plus, la première chose que j'ai vue, c'est sur la gauche, vous avez donc des photos de plusieurs enfants disparus depuis 1989, 87. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit déjà, eux, ils n'ont pas été retrouvés encore à cette période, donc le mien, j'avais aucune chance. Pour moi, mon fils, je me suis dit, je vais ou retrouver son corps, ou je vais jamais le retrouver. Donc déjà, j'étais très très mal, quoi. Pour moi, ma vie était finie. Ce jour-là, le responsable de la sécurité publique à Roubaix, le commissaire Franck Danrol, tente de rassurer le père. Un enfant aussi jeune qui disparaît, c'est toujours inquiétant, mais tous les scénarios doivent être envisagés. C'est une braderie, une grosse braderie à Roubaix, il y a beaucoup de monde. L'enfant peut être parti de lui-même ou avec des amis jouer dans un terrain vague à proximité. Un canal se situe à proximité, il peut avoir chuté. Il peut s'agir il peut s'être caché, il peut s'agir d'un jeu. Bref, toutes les hypothèses sont encore possibles à ce moment-là. Les policiers commencent leur enquête, tandis que Mustapha retourne à la braderie pour y poursuivre ses recherches. Il tombe alors sur un ami d'Ennis qui affirme l'avoir vu passer quelques minutes plus tôt, accompagné d'un inconnu. Lui, il m'a dit, écoute, on a vu Ennis avec un vieux monsieur en casquette, avec un plâtre bleu, il tenait par la main, il passait devant chez vous et puis il a longé la rue. Dès qu'il m'a dit ça, là j'ai compris tout de suite. L'affaire prend alors une toute autre tournure. Il s'agirait d'un enlèvement. Mustapha prévient les autorités. Le commissariat de Roubaix va devoir demander du renfort. Avec l'hypothèse d'un enlèvement, même si c'est qu'une hypothèse, c'est un fait très grave. Donc on avise immédiatement les autorités compétentes, le parquet, et puis donc les services qui sont aussi les plus à même de mener une enquête de ce niveau-là, donc la police judiciaire. À 17h30, la PJ de Lille est saisie. Lorsque le commissaire Speck, chef de la division criminelle, prend connaissance des faits, il a comme un pressentiment. Dès les premiers contacts que nous avons avec le commissariat de Roubaix, les contacts avec le parquet, nous savons que nous allons nous engager dans le processus alerte enlèvement. Première étape, rassembler du personnel. Il y avait toute la phase d'enquête à conduire sur le terrain. Donc là, nous avons rappelé à peu près une trentaine de fonctionnaires pour la police judiciaire. À 19h, les policiers sont prêts à médiatiser l'affaire en lançant l'alerte enlèvement partout en France. Mais il faut d'abord le feu vert du procureur. En attendant, ils ne peuvent mobiliser que la presse locale. Or, le JT régional vient de commencer. France 3 se dit prête à diffuser un message dans leur JT immédiatement. Vive inquiétude ce soir à Roubaix où un enfant de 5 ans a disparu. Il a été vu pour la dernière fois à la braderie du quartier de l'Homme-Lé aux côtés d'un homme. Sa famille est sans nouvelles depuis 14h30. On arrive à fournir une photo de l'enfant. On dicte en direct l'intervention de présentateur JT
au moment même où il passe devant la caméra. Le signalement de l'homme qui a été vu avec lui, 40-50 ans, type européen, brun, le bras dans un plâtre. C'est une première démarche qui d'ailleurs apporte assez rapidement des éléments pertinents. Et effectivement, là, un premier témoignage est recueilli, en l'occurrence l'exploitant d'un débit de boisson de Roubaix, qui semblait avoir comme client le présumé ravisseur porteur d'un plateau. Le patron de ce bar suit les infos régionales tous les soirs. Et le portrait du ravisseur lui rappelle l'un de ses habitués. Il venait, prenait son premier café le matin. Puis après, bon, on discutait un petit peu de tout et de rien. Bon, après, nous, le service, il commençait, lui, il allait faire un petit tour. Il revenait, puis il mangeait là. Pratiquement tous les midis, il mangeait ici. Le témoignage du cafetier est essentiel parce qu'il donne effectivement un nom, Francis Évrard. Là, on le passe aux fichiers police qui sont à notre disposition. Et on se rend compte que cet individu, malheureusement, a un profil de prédateur. L'affaire se complique. Francis Évrard est répertorié comme pédophile récidiviste. Il a déjà fait 27 ans de prison pour plusieurs viols de jeunes garçons. Il vient justement de sortir de détention. Là, la pression, elle monte d'un cran. À ce moment-là, c'est plus simplement un enlèvement crapuleux, mais ça pourrait être un enlèvement de nature pédophile, dont on sait que les issues sont souvent fatales. Cette information capitale arrive directement sur le bureau du procureur Philippe Lemaire. C'est le dernier élément qu'il attendait. Pour déclencher l'alerte enlèvement, il a besoin d'une description du ravisseur. Nous avons deux témoignages de personnes totalement différentes. L'un, ce sont des voisins. L'autre, c'est le tenancier du bar dans lequel le futur ravisseur a ses habitudes. Et donc, à partir de ce moment-là, on est à peu près sûr que nous nous trouvons devant quelqu'un, un homme, qui a certainement enlevé un enfant. Et c'est là où on décide de mettre en œuvre la procédure d'alerte enlèvement. À 19h30, le procureur contacte les services de la chancellerie. Il leur expose les 4 critères nécessaires au déclenchement de l'alerte. La victime est mineure. L'enlèvement est avéré et l'enfant est en danger. Enfin, on dispose d'informations précises sur le ravisseur. À l'autre bout du fil, au ministère de la Justice, c'est Jean-Marie Huet, de la Direction des Affaires Criminelles, qui doit arbitrer la décision en quelques minutes. Et les collaborateurs de ma direction et moi, on échange dans un temps court, c'est vrai, mais une série d'informations pour être bien certain qu'on est dans les critères du déclenchement d'alerte enlèvement, parce que c'est un enfant mineur. Est-ce qu'il a été enlevé? Donc on a avec les témoignages sur le jeune Ennis un certain nombre de précisions. Est-ce qu'il y a un risque physique pour l'enfant? Oui, c'est évident. Et puis, est-ce que nous avons des indications qui vont permettre d'identifier le ravisseur? C'est aussi le cas. Jean-Marie Huet donne immédiatement son feu vert, mais il reste un dernier détail technique avant de lancer l'alerte. Il faut rendre opérationnel le centre d'appel du ministère de l'Intérieur situé à Nanterre, en région parisienne. C'est ici que vont converger tous les témoignages potentiels provoqués par la diffusion massive de l'alerte. Il faut rapatrier une trentaine de fonctionnaires de police pour réceptionner les appels. C'est la mission du commissaire Malon. On déclenche le rappel de tous les fonctionnaires. En 1h30, tout le monde était présent dans cette salle. La salle était opérationnelle et prête donc à recevoir les appels du public. À 21h, 6h30 après la disparition, l'alerte est déclenchée. Quand nous avons reçu le message de validation de la chancellerie, tout était prêt et on a appuyé sur le bouton. Appuyer sur le bouton, c'est prévenir les gares, les médias et les compagnies d'autoroutes du lancement de la procédure. Tous ces partenaires ont signé une convention et doivent se tenir prêts à tout moment. En soirée, la télévision est le premier média concerné. Le ministère envoie le contenu de l'avis de recherche à la chaîne par courrier électronique et 10 minutes plus tard, il est prêt à être diffusé. Donc on fabrique un bandeau déroulant qu'on doit diffuser tous les quarts d'heure. Et ensuite, on fabrique aussi ce carton avec ce même texte officiel, enrichi des photos. Et ce carton, on doit le diffuser à la fin des génériques des programmes. Tout ce dispositif dure 3 heures.
À 21h58, la sirène retentit sur tout le territoire. Elle est volontairement angoissante pour effrayer le ravisseur. Il a 5 ans, mesure 1m30, de corpulence normale, de type méditerranéen, cheveux courts, noirs, les yeux marrons. En cas de découverte, n'intervenez pas vous-même. Téléphonez au numéro vert 0805 200. Le principe d'alerte enlèvement, c'est de créer les conditions d'une insécurité du ravisseur, qu'il se sente épié partout, qu'il ne puisse échapper au regard de personne. Le déclenchement de l'alerte entraîne la mobilisation des journalistes sur le terrain. Ce soir-là, Philippe Pochet et Wilfried Eke sont de permanence. Ils se rendent dans le quartier de la disparition pour enquêter. Et ils ne sont pas les seuls. Quand on est arrivé dans cette rue, tout le monde avait une affiche avec la photo du petit Ennis. Alors il y a des gens qui les collaient sur les pare-brises des voitures, d'autres qui les posaient au feu tricolore. Toute la rue était vraiment mobilisée, quoi. On rentre dans la maison du père, on tombe sur un père effondré. Il est désespéré en fait quand on arrive, puisque c'est le milieu de soirée déjà. Ça fait plusieurs heures qu'il n'y a plus de nouvelles du tout d'Ennis. Et donc il est effondré. Il attend, on a l'impression qu'il attend vraiment un miracle maintenant pour qu'on retrouve son fils. Je ne me suis pas arrêté une minute de chercher Ennis. J'ai été au bord du canal, dans les chantiers, dans les maisons en construction, dans les coins abandonnés. Je m'arrêtais à tous les coins de rue, je demandais à tout le monde s'ils n'avaient pas vu un enfant avec quelqu'un. Depuis 7h30 que j'ai signé pour alerte enlèvement, j'ai aucune nouvelle, je suis dans le noir complet. Et moi, c'est pour ça que je continue tout le temps mes recherches de mon côté. Au même moment, les policiers du centre d'appel croulent sous les témoignages plus ou moins crédibles. Lorsqu'à 22h15, un appel fait brutalement basculer l'enquête. Il y a eu près de 700 appels. Il y a eu l'appel qu'il fallait, l'appel pertinent, l'appel du chauffeur de taxi. Ce chauffeur, c'est Xavier Labarre, taxi à Roubaix. Il vient d'entendre l'alerte enlèvement à la radio et a reconnu le signalement d'un homme et d'un enfant qu'il a transporté plus tôt dans la journée. Bon, juste là, voilà, je les ai pris ici. L'enfant était vraiment hyper confiant et hyper ouvert. Il était là entre les deux sièges. Il était à côté de moi. Et j'ai quand même posé quelques questions au gamin. Je sais alors comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben on va aller se balader. Je m'appelle Yanis. Et au même moment, il a dit le prénom du gamin, tout ça quand je lui ai demandé. Donc je suis là, bon j'ai fait bon, il le connaît. Ça doit être une de ses connaissances. Convaincu d'avoir transporté Ennis et son ravisseur, Xavier Labarre prend immédiatement le chemin du commissariat de Roubaix. Ce chauffeur arrive et puis bon, il nous dit voilà, je reconnais le petit. C'est quand même un élément hyper intéressant pour nous. Et je l'ai déposé à tel endroit. Donc là, nous on avait une métropole énorme à fouiller. Là, on a une piste concrète qui commence à se matérialiser. Les enquêteurs se dirigent alors vers le lieu où le chauffeur de taxi dit avoir déposé Ennis et son ravisseur. C'est une avenue commerçante en plein centre de Roubaix. Au fond d'une impasse, une grille. Et derrière cette grille, des boxes de parking. On trouve rien. On trouve des allées avec des gravillons et puis rien qui laisse à penser que quelqu'un vit ici. Aucun bruit, aucune porte qui s'ouvre. Donc on arrive à un moment d'hésitation. Si Ennis est passé par là, il a forcément laissé des traces. Les enquêteurs demandent alors le renfort d'un maître-chien. À la brigade des pompiers cynophiles de Cambrai, Laurent Joignier est d'astreinte. À 23h, il reçoit l'ordre de rejoindre Roubaix. Il suspectait quelque chose, mais il savait pas quel garage c'était, donc il fallait que je détermine un endroit précis. Donc là, je lâche mon chien, il me marque une première fois la porte. C'est-à-dire, il reste à l'endroit, il se met à aboyer. Donc pour nous, c'est présence d'odeur humaine. Bon voilà, avec le stress, je le fais repartir un peu, je le fais revenir, et là, il me marque une deuxième fois la même chose. Donc là, je me retourne envers les policiers qui étaient là, et je leur dis, pour moi, il y a une présence d'odeur humaine dans ce garage. Donc là, on décide de forcer les box pour vérifier qu'il n'y a pas l'enfant là, à l'urgence commandant cette action-là. Et là, je pense que l'équipe avec laquelle on était un coup de surprise. Et là, on tombe sur un matelas, une espèce d'installation de fortune, le petit Tennis qui est à proximité, couché à côté d'un homme qu'on identifie immédiatement comme Évrard.
On saute sur Évrard, on le sort du box et puis un des officiers prend le petit. C'est comme ça que ça s'arrête. Il est minuit et demi. Ennis est retrouvé 10 heures après sa disparition. Par miracle, l'enfant est encore vivant. Les affaires d'enlèvement sont les plus sensibles à traiter pour un service de police, et on sait très bien que c'est une course contre la montre qu'on joue contre le ravisseur. On avait quand même la vie d'un petit entre nos mains, quoi. Et d'arriver au bout du truc, c'était une grosse réussite et puis donc un soulagement, quoi, pour tous. On a tous poussé un gros ouf quand on a annoncé l'interpellation et puis surtout que le petit était sain et sauf. On était heureux. À 3 heures du matin, Mustapha passe récupérer son fils à l'hôpital, car Ennis a dû subir une série d'examens avant de pouvoir retrouver les siens. Toute la famille sera à jamais marquée par cette journée du 15 août 2007. Mon fils, il m'a vu, il a eu le sourire, il m'a enlacé, il m'a dit « Je t'aime papa, tu m'as manqué ». Quand j'ai vu Vivan... Car Ennis est sain et sauf, mais il a hélas subi des sévices sexuels. Il a commencé à me raconter ce que Évrard lui avait fait, le vilain monsieur, enfin c'est ses termes à lui. Et c'est vrai que même là c'était dur parce que j'étais obligé de sourire, malgré qu'au fond de moi j'avais la colère et la haine, mais je voulais pas que mon fils se sente coupable ou qu'il croie qu'il ait fait une bêtise ou quelque chose, donc j'étais obligé de prendre ça avec le sourire. Le 26 octobre 2007, Francis Évrard comparaît devant la cour d'assises du Nord à Douai pour répondre de l'enlèvement, de la séquestration et de l'agression sexuelle du petit Ennis. Cet homme est évidemment responsable à 90% de ce qui s'est passé, s'il faut mettre des chiffres, mais j'ai la sensation quand même qu'il y a au moins un petit pourcentage qui le dépasse, qui ne dépend pas que de lui. On a affaire à un grand pervers, à un grand manipulateur, qui est incapable de ressentir quelque souffrance que ce soit pour les autres. C'est donc à sa personnalité et à son passé que s'intéresse d'abord la cour d'assises. Selon les médecins, Francis Évrard est une personne amorale et égocentrique, doublée de pulsions qui l'auraient poussé à commettre des viols. Des pulsions qui auraient débuté très tôt. Originaire de Roubaix, Évrard est fils unique et grandit dans un milieu modeste. Selon son entourage, sa mère est un peu dérangée et son père absent. Très tôt, il présente une personnalité inquiétante. À 10 ans, il aurait été violé par l'un de ses voisins. Il commence alors à manquer l'école et commettre des vols. Rapidement, on diagnostique chez Évrard des troubles mentaux. Il est placé dans un établissement spécialisé, puis dans des maisons de correction en France et en Belgique. C'est là de nouveau qu'il aurait été victime d'abus sexuels et aurait commencé à développer lui-même une attirance insatiable pour les jeunes garçons. Il a alors 14 ans et se met à reproduire les mêmes scénarios obsédants que ceux qu'il aurait subis. En garde à vue, Francis Évrard affirme avoir connu plus de 40 enfants, sans pour autant révéler les dates ni les circonstances exactes. Seule certitude, il ne s'est fait prendre que 3 fois. À 29 ans, Évrard est condamné pour la première fois à 15 ans de prison pour viol sur mineur. À sa sortie, il récidive 9 jours plus tard, avec un attentat à la pudeur. Réemprisonné puis relâché sans obligation de se soigner, il agresse de nouveau un enfant. Cette fois, il écope de 4 ans de prison. Mai 1987, Évrard a 40 ans. Il a déjà passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, mais ses pulsions ne se sont pas calmées. Il entraîne un garçonnet de 7 ans sur les bords du canal de Roubaix, puis lui inflige des violences sexuelles. 3 mois plus tard, c'est au tour d'un autre garçon de 8 ans. Il le bâillonne et le viole dans un champ. Pour ces 2 crimes, Francis Évrard est condamné à 27 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Nord, puis incarcéré à la prison de Caen. 2 juillet 2007, Francis Évrard bénéficie d'une libération anticipée sous surveillance judiciaire avec obligation de soins. À 62 ans, ses pulsions pédophiles sont toujours là. Le jour où il sort de prison, immédiatement il part acheter du Viagra. C'est vrai que c'est le premier réflexe qu'il a plutôt que de pousser la porte d'un psychiatre ou d'un médecin. Il avale alors une pilule de Viagra
enlève le petit Ennis à la braderie de Roubaix, le drogue, puis l'agresse. Il est la dernière victime inscrite au casier judiciaire de Francis Évrard. Des faits qui confirment sa personnalité perverse et dangereuse décrite pendant le procès. Une perversion qui apparaît au grand jour lorsque le pédophile visionne le témoignage de sa petite victime. Quand il a visionné donc la cassette d'Ennis, il avait donc le sourire aux lèvres, quoi. C'est très dur à encaisser. C'est comme je dis, à chaque fois je meurs un petit peu. Alors, pourquoi Francis Évrard, pédophile multirécidiviste, a-t-il été laissé sans surveillance après sa sortie? Pourquoi son suivi médical n'a-t-il pas été assuré? Comment a-t-il pu se faire prescrire un stimulant sexuel comme le Viagra? Je comprends pas comment son médecin a pu juger qu'il était apte à sortir, parce que quelqu'un qui est plusieurs fois récidiviste dans ce domaine-là, il peut pas guérir. Ça, c'est dans le cerveau, c'est impossible. Toute sa vie, s'il aime ça, il continuera toujours. La cour d'assises tente de répondre à ces questions en se penchant sur les carences du dispositif judiciaire. Premier dysfonctionnement, le fameux Viagra. Votre client aurait évoqué une prise de Viagra? Oui, ça a été évoqué. Il y a aussi des questions à se poser sur la façon dont il a pu obtenir ce produit-là. En prison, non? Ça se pourrait. C'est bien en prison et à la veille de sa libération qu'Évrard réussit à se faire prescrire du Viagra. Pour y parvenir, il amadoue le médecin en prétextant son envie de retrouver une sexualité normale avec des femmes. Le docteur accepte, mais sans lire le casier judiciaire d'Évrard. Il prétend aujourd'hui ne pas y avoir eu accès. Pourtant, ce n'est pas ce que disent les experts. Dans le dossier médical figure une fiche du centre d'observation médicale qui mentionne la situation pénale de M. Francis Évrard, qui dit clairement qu'il a été condamné à 27 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Nord pour violence sexuelle sur mineurs de 15 ans. Second dysfonctionnement, Évrard est qualifié de 3P, c'est-à-dire pervers pédophile profond. Une caractéristique alarmante non précisée lors du transfert de son dossier. Ce n'est que 2 semaines après sa sortie qu'il arrive sur le bureau de la juge d'application des peines. Mais elle est partie en vacances et personne ne prend le relais. Francis Évrard est donc livré à lui-même, sans surveillance ni suivi médical. Lorsqu'il est enfin convoqué, il vient d'agresser le petit Ennis, la veille. L'avocat d'Évrard dénonce ce suivi trop tardif, car selon lui, son client n'est pas réfractaire aux soins. Il aurait même demandé une castration physique en adressant une lettre au président de la République, quelques jours avant son procès. C'est peut-être aussi la conséquence du fait qu'il est fatigué, qu'il ne trouve plus de solution, que la solution des soins, malheureusement, on n'a pas pu véritablement la tester sur lui puisque à sa sortie, il devait être pris en charge et qu'il n'a pas été pris en charge. Et cette lettre adressée à Nicolas Sarkozy, la voici. Pour le père du petit Ennis, cette attitude n'est qu'une mascarade. Je suis indigné, je comprends pas. Parce que pour moi, je pense que c'est une manipulation pour sa défense. Parce que c'est vraiment bizarre que ce soit 10 jours avant le procès. L'opération qu'il propose est une opération qui n'est pas possible, qui est interdite. Ce n'est absolument pas quelque chose qui va dans le sens du respect de l'être humain. C'est vraiment du grand n'importe quoi que cette déclaration. Pour les experts, cette démarche est une supercherie. Car lors de son précédent séjour en prison, Francis Évrard accepte une castration chimique dans l'espoir d'obtenir une libération anticipée. Mais ne la voyant pas arriver, il stoppe net son traitement. Pire, en 2007, juste avant sa sortie, il refuse carrément tout traitement hormonal. Évrard a 63 ans. Il a commis ses premières agressions à 16 ans. 4 crimes avérés, sans doute beaucoup plus. Lors du procès, tous les experts sont unanimes. Il n'a pas changé et ne changera plus. Qualifié de prédateur sans remords, les traitements hormonaux ont peu de chances de réussir sur lui. Évrard est donc considéré comme incurable. Une impasse pour la répression pénale et la psychiatrie, mais aussi pour la famille d'Ennis. Je pense que de toute façon, comme disaient les experts, Évrard c'est quelqu'un qui est irrécupérable, qui sera toujours pareil. Donc la seule chose à faire avec lui, c'est vraiment de l'enfermer pour qu'on puisse protéger nos enfants. Et j'en suis ravi, mais c'est pas encore fini, on va pas être content maintenant, puisqu'il faut que les jurés aussi suivent ce qu'a demandé l'avocat général.
Et ce que demande l'avocat général pour Francis Évrard, la réclusion criminelle à perpétuité. Une peine lourde mais inéluctable pour l'avocat du père Denis. C'est un réquisitoire qui, bien évidemment, nous rend tristes. Parce que il est basé sur le fait que nous n'ayons pas d'autre solution. Et qu'en qualité d'homme, en qualité d'humain, en qualité d'avocat, nous ne pouvons qu'être tristes de voir que nous sommes en 2009, presque en 2010, et qu'il y a encore des hommes que nous ne pouvons pas aider et que nous ne sommes pas capables de remettre sur le droit chemin. Le 30 octobre 2009, le verdict tombe. En France, on a appris cet après-midi la condamnation de Francis Évrard à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Il comparaissait devant la cour d'assises de Douai pour l'enlèvement et le viol du petit Ennis en août 2007 à Roubaix. Je suis quand même satisfait et je pense que Ennis sera content aussi. Parce que pour moi, il mourra en prison, quoi. La perpétuité, l'élimination n'a pas été prononcée d'une part. D'autre part, la peine de sûreté est diminuée également. Symboliquement, c'est important. Et troisième chose, peut-être quelque part paradoxalement le plus important, on a reprononcé l'obligation de soins. Je crois que la Cour a trouvé le bon équilibre, a trouvé le bon chiffre et il n'y a aucune envie de notre part d'un deuxième procès. Je crois qu'il faut qu'on passe à autre chose, que l'on reconstruise son papa, que l'on reconstruise Ennis et qu'on tourne effectivement une page. La reconstruction, une étape difficile pour Ennis et sa famille. Le petit garçon reste traumatisé par cette affreuse rencontre. Et maintenant, il fait beaucoup de cauchemars, quoi. Mais plus il grandit et plus il dort très très mal, il devient beaucoup agité. Il est vraiment traumatisé. L'affaire ne reste pas sans conséquences. Très vite, le président de la République s'empare du dossier. Nicolas Sarkozy reçoit le papa et le grand-père d'Ennis à l'Élysée. Si je suis venu aujourd'hui ici, c'est que pour les lois puissent changer, qu'ils soient plus sévères pour des monstres comme cette personne-là, parce que je trouve pas ça normal qu'il puisse être dehors. Oui. Surtout que tout le monde savait en prison des gardiens aux co-détenus qu'il allait recommencer. Avec les ministres de la Justice, de la Santé, de l'Intérieur et le Premier ministre, des mesures sont annoncées pour empêcher les pédophiles dangereux de récidiver. Ils ne sortiront plus automatiquement de prison à la fin de leur peine. Ils seront d'abord examinés par un collège de médecins. Et si ce collège des médecins reconnaît leur dangerosité, ils ne seront pas remis en liberté, ils iront dans un hôpital fermé, où ils seront soignés. Ceux qui n'accepteront pas d'être soignés resteront dans cet hôpital fermé. Quant à ceux qui accepteront d'être soignés, ils pourront sortir occasionnellement. Mais le feront en portant un bracelet électronique, en suivant un traitement hormonal, appelez-le que vous le souhaitiez ou non, castration chimique. Les mots ne me font pas peur. C'est ainsi que l'affaire du petit Ennis inspire l'une des réformes judiciaires les plus symboliques de ces dernières années. La loi Dati sur la rétention de sûreté est adoptée le 6 février 2008. On prendra toutes les mesures utiles pour lutter contre la récidive, je le rappelle, et contre la remise en liberté des criminels les plus dangereux. Ils ne seront plus remis en liberté sans expertise préalable. Et en tous les cas, si la dangerosité est avérée, constatée, avec un risque fort de récidive, ils ne seront plus remis en liberté. Francis Évrard n'en bénéficiera pas, car cette nouvelle loi n'est pas rétroactive. Il n'a pas fait appel de sa condamnation. Mais le père d'Ennis reste très inquiet pour l'avenir de son fils. C'est pas aujourd'hui qui m'inquiète, c'est plus tard. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé, il avait 5 ans, il a été drogué. Donc il y a certaines choses les plus pires qu'il ne se rappelle pas, tant mieux d'ailleurs. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout l'avenir. Parce que moi qui me dis que Ennis, à l'âge de 12 ans, 13 ans, l'adolescent, quand il va comprendre un petit peu la sexualité, qui me dit qu'il va aller bien. Et donc ça, moi, j'ai aucune garantie. En septembre 2010, Mustapha porte plainte contre l'État pour défaillance dans la surveillance et l'accompagnement du pédophile. ما
ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني ودورت الفيضان جات الحملة وجيلاتو وشي جيعان شي عريان كله مسكين فين جاتو ودورت الفيضان جات الحملة وجيلاتو وشي جيعان شي عريان كله مسكين فين جاتو وهانته سالو سوله وعلى من تعوله وراح عايد عليا ما بقاتني يا الخوارد البلاي ويا الولاد راني شوماج ديما شوماج قاتلاني الميزيريا وهي ولاد البلاد راني مليت قاعدة في البيت واش هاد الحالة قولوا لي ما عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني وما عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني وما ندلي المنام شموت ويا الظلم راه غتفوت وبقاو فيا شلا خوت بغاو يحرقوا كانوا من الحوت وما نادلي المنام شموت ويا الظلم راه غتفوت وبقاو فيا شلا خوت بغاو يحرقوا كانوا من الحوت يا ويلي ويلي يا الوقت تقلبات يا والرجال مشات وراح عايد عليا ما بقاتني يا الخوارد البلاي ويا الولاد راني شوماج ديما شوماج قاتلاني الميزيريا وهي ولاد البلاد راني مليت قاعدة في البيت واش هاد الحالة قولوا لي ما عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني وما عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني ويلا كنتي ولد فلان مرحبا وزيد القدام ويلا بوك خير درويش ناري وقلب كيف تعيش ويلا كنتي ولد فلان مرحبا وزيد القدام ويلا بوك خير درويش ناري وقلب كيف تعيش ويلي ويلي يا زمان الحقرة ظلامت في مرة وروح عايد عليا ما بقاتني يا الخوارد البلاي ويا الولاد راني شوماج ديما شوماج قاتلاني الميزيريا وهي ولاد البلاد راني مليت قاعدة في البيت
عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني وما عرفتش ندير لقاني حير حال خوتي بحالي بكاني. C'est le moment où je vais pouvoir vous parler, où votre avocat va s'exprimer. Tellement de choses encore à dire, tellement de choses auxquelles il faut penser pour juger quelqu'un. Toutes ces pensées vers les victimes aussi, vers la souffrance, la vôtre, mais aussi la leur, surtout la leur. Vous savez, après tout, la vie, c'est une histoire d'amour. On le cherche toute notre vie. Il y en a qui le trouvent. Et il y en a qui ne le trouvent pas. Je sais que vous en faites partie. La vie, c'est aussi... c'est la violence. Ce sont les sentiments qui s'affrontent. Ce sont les comportements, parfois outranciers, parfois médiocres qui sont les nôtres. Mais c'est aussi une réflexion sur ce que l'on est, sur ce que l'on doit être. Et c'est ça que je vous offre aujourd'hui, monsieur Évrard. Vous à qui on ne parle pas, vous à qui on n'a pas assez parlé. Francis Évrard, vous êtes seul. Cette solitude nous saute aux yeux. Vous n'avez pas votre amour dans la salle. Vous n'avez pas un enfant qui tremble pour vous. Vous les entendez, toutes ces voix d'enfants, monsieur Évrard, quand vous êtes seul dans votre cellule? Vous les entendez la nuit? Vous entendez leurs chansons de pleurs, d'angoisse, de détresse? Vous les entendez qui bougent encore en vous? Je viendrai vous chercher, monsieur Évrard, tout à l'heure. Et c'est moi qui vous conduirai à la condamnation. Vous devez vous détester, Francis Évrard. Lorsqu'on a une telle potentialité, une telle possibilité, un tel pouvoir d'infliger aux autres cette souffrance, c'est qu'on se déteste soi-même. Et je vous plains. On va dans le box, Francis Évrard? On va dans le box. Il fait noir. Comment il a vu le couteau? Comment il a vu le couteau? Puisqu'il fait nuit dans le box. Puisque vous éclairez avec une lampe de poche, avec une torche. S'il a vu le couteau, c'est que vous avez braqué le faisceau de cette lampe sur ce couteau. Dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, c'est que vous lui avez montré. Combien d'heures? 15h30. Jusqu'à plus de minuit. Vous voulez nous faire croire qu'il est resté là? Sage? Prêt à jouer? Prêt à jouer à ces jeux de pervers qui sont les vôtres? Il y a une chose dont on n'a pas parlé. C'est ce qu'il a perdu, Ennis? Oh, il a perdu pas mal de choses. Il a des cauchemars. Il a peur la nuit, il a peur le jour. Mais vous savez ce qu'il a perdu? Quelque chose qu'on a tous perdu dans cette salle d'ailleurs, vous voyez? Mais que lui avait le droit d'avoir encore. C'est ce que c'est? C'est l'insouciance. Ouais. Il a perdu son insouciance. Et Dieu sait, moi, si je la regrette, mon insouciance, vous savez. Je la regrette encore aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un truc magique. C'est le fait de pouvoir être dehors. Quand on a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, de voir le printemps qui arrive et de sentir
tout empli de cette nouvelle force de la saison avec sa sève. C'est le plaisir de se coucher sur le dos et de regarder le ciel, la course des nuages. L'insouciance, c'est pouvoir aller à l'école en chantant. C'est pouvoir voir son père qui rentre le soir content. C'est tout ça. Il l'a perdu. Vous avez tout volé. Tout. Est-ce que vous pensez que vous pouvez nous faire croire que vous êtes prêts à accepter un traitement hormonal, un traitement de castration chimique, pour reprendre l'appellation générique, alors qu'on sait que vous l'avez déjà refusé pour toute une série de raisons qui vous appartiennent et que vous avez refusé? Vous jouez au yo-yo avec les experts, vous jouez au yo-yo avec vos juges. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Moi, je joue pas. Fini. La fin de la partie est sifflée. Alors parlons du juge d'application des peines, d'accord. Parlons-en. Je l'ai dit hier. C'est un dysfonctionnement, c'est clair. Et je le regrette. Je le regrette, bien sûr que je le regrette. Comme eux-mêmes le regrettent. Bien sûr. Mais sincèrement, Francis Évrard, vous le savez, vous le savez, et on se comprend. Et je sais la façon dont vous me regardez en ce moment qu'on se comprend. Vous savez bien que ça n'aurait rien changé. Vous savez bien que c'est pas parce que vous auriez vu le juge d'application des peines une demi-heure dans son bureau, 8 jours, 5 jours, 10 jours après votre sortie de prison que ça aurait changé quelque chose. Parce qu'on n'aurait pas pu vous prendre en traitement. Parce qu'il faut 2 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir rendez-vous devant un psychiatre. Et encore plus pour mettre sur pied un processus de cure, parce qu'avant, il faut vous parler, il faut vous convaincre, il faut obtenir votre assentiment, votre acquiescement, votre adhésion. Et vous le savez, ça. Alors, de grâce, n'ayez surtout pas nous parler du juge d'application des peines. Moi, je voulais qu'on puisse faire aussi de ce procès une force de proposition. Je ne veux pas rester un spectateur. Je ne veux pas rester un huissier qui constate. Je veux que ça change. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse apporter quelque chose. C'est qu'on puisse essayer de sortir de la nasse, qu'on puisse sortir de cette impasse. Vous croyez qu'il faut qu'on compte sur les parlementaires? Vous voyez qu'il faut qu'on compte sur une décision radicale sur le plan politique? Si nous, on n'est pas là pour pousser les choses, pour leur dire, nous les hommes de terrain, vous avec votre expérience, moi avec la mienne, la vôtre, et vous aussi, Francis Évrard, parce que vous êtes l'erreur dans ce dossier, vous êtes l'erreur du système. On ne peut rien pour vous. Vous avez entendu? On ne peut rien pour vous actuellement. J'avais dit que je viendrais vous chercher, Francis Évrard. C'est le moment. Avant ça, voyez-vous, je voulais vous parler. J'ai essayé de le faire. J'ai essayé de vous faire comprendre parce que je ne peux pas accepter l'idée qu'avant de réclamer la peine que je vais réclamer contre vous, je ne me sois pas expliqué devant vous, que je ne vous ai pas dit ce que je ressentais de cette affaire. Vous vouliez qu'on vous parle? J'ai vraiment essayé de vous parler. Voilà. Je viens pour réclamer sa condamnation. Étrange communion dans l'échec, tous les deux. Vous voyez? Vous avez échoué. Et nous, on a échoué. Parce qu'on ne peut plus rien pour vous. Les psychiatres ne veulent pas de vous. Et moi, je ne sais pas quoi proposer. Parce que, Francis Évrard, je ne veux pas prendre le pari sur la tête d'enfant que vous allez changer. Et ça, je crois que vous pouvez le comprendre. Je requiers la réclusion criminelle à perpétuité contre Francis Évrard, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Et je requiers également un suivi socio-judiciaire sans limitation de durée, par délibération spéciale, et la fixation également de la durée maximum de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations. Voilà. Voilà. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Le dernier procès
Vous savez,